Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'acceptabilité sociale. Il s'agit, on pourrait dire, d'un thème du volet social du développement durable. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Maître David Heurtel, avocat conseil en droit de l'environnement, de l'énergie et des changements climatiques au sein du cabinet d'avocats Fasken. Comme Maître Heurtel, vous le reconnaissez, a aussi été ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques de 2014 à 2017, il a été à même de faire une réflexion en profondeur sur la question de l'acceptabilité sociale. Maître Heurtel, en plus d'avoir été ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, a aussi occupé le poste de ministre de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion de 2017 à 2018. Il enseigne en environnement, changement climatique, immigration et communication à titre de Public Administration Scholar in Residence à l'Université Concordia. De plus, il occupe différents postes au sein de divers conseils d'administration, dont celui de Écotech Québec. Maître Heurtel, bonjour. Bonjour. Comment vous vous plaisez dans vos nouvelles fonctions? J'adore ça. Fasken est un cabinet extraordinaire, pan-canadien, avec une magnifique équipe en droit de l'environnement, de l'énergie et des changements climatiques, et œuvre dans tous les domaines de droit, à peu près, presque tous. Et c'est vraiment, je suis ravi de me joindre à cette grande équipe et de contribuer là, au développement là, des différents champs de pratique, puis d'assister la clientèle. Et puis, est-ce que, comme notre sujet du jour, c'est l'acceptabilité sociale, est-ce que c'est possible de nous expliquer en langage simple, parce qu'on sait que c'est complexe, ce sujet, qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Eh bien, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui qui ont essayé de donner une définition, plusieurs différentes définitions qui existent. C'est un concept fluide. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une définition fixe qui s'applique à tous les cas. Je crois que quand on parle d'acceptabilité sociale, il faut comprendre qu'on est dans le cas par cas. Alors, on ne peut pas juste prendre une définition, puis très scientifique, puis cocher des coches, puis dire, bon, ben ça y est, on l'a. Mais ce qu'on voit généralement en termes d'éléments de définition d'acceptabilité sociale par rapport à un projet, par exemple, peu importe le secteur, parce que souvent, on en parle dans l'environnement, mais ça peut dépasser le domaine strict de l'environnement. Ça peut être dans divers domaines sociaux, par exemple, qu'on peut regarder la notion d'acceptabilité sociale. C'est la recherche d'un consensus quand on regarde la population, les parties prenantes, que ce soit le monde communautaire, par exemple, alors le monde municipal, les divers échelons politiques, les groupes environnementaux, c'est d'aller chercher une forme de consensus ou du moins une appréciation qui nous permet de dire, bon, on a, avec une approche sociale, réussi à aller chercher une forme d'acceptation, une acceptabilité du projet qu'on veut développer. Alors, sans que ce soit l'unanimité. Exact. Ça, c'est très important. Et même les tribunaux l'ont reconnu. Ça, c'est quelque chose quand même qui a été reconnu par les tribunaux québécois, que la notion d'acceptabilité sociale, et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, le concept d'acceptabilité sociale, ça veut dire que tout le monde, toutes les parties prenantes doivent être d'accord avec le projet. C'est faux. La notion d'acceptabilité sociale comporte aussi une notion d'effort. On le voit plus, puis là, on ne va pas rentrer dans le côté Première Nation, parce que, bon, ça, c'est un régime qui est beaucoup plus encadré par des décisions de la Cour suprême, de la Cour d'appel, et également, là, le projet de loi, par exemple, C-69 au fédéral. Sur l'évaluation environnementale. Sur les évaluations environnementales, encadre justement les notions là, de consultation et d'implication des Premières Nations dans le développement de projets. Mais quand on parle d'acceptabilité sociale d'un point de vue général, il y a une importance au niveau sociétal d'informer, d'impliquer les parties prenantes dans un projet en amont et de justement s'assurer que, comme les principes de développement durable nous l'enseignent, on le sait, le développement durable, ça c'est une définition internationalement reconnue et acceptée. Le développement durable a 3 grands piliers. Bon, il y a le développement économique, il y a la protection de l'environnement, mais il y a également cette notion
d'implication sociale. Et ça, alors, l'acceptabilité sociale, c'est de s'assurer que, justement, un projet, peu importe le domaine, peu importe le secteur, tienne compte de son milieu, tienne compte des parties prenantes, tienne compte des citoyennes, des citoyens, des organisations, disons, qu'on pourrait appeler de la société civile, tienne compte des pouvoirs politiques, évidemment, de la législation, de la réglementation en place, mais aussi informe et qu'on réalise qu'un projet, qu'un promoteur de projet, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit, vit au sein d'une société et ne peut pas agir de façon tout à fait indépendante et déconnectée de la société. Alors, c'est une longue façon de dire que dans chaque cas, la notion d'acceptabilité sociale va être fluide, parce qu'on va devoir tenir compte du contexte. Tu sais, par exemple, quand on parle d'hydrocarbures, puis je ne veux pas parler nécessairement de cas spécifiques, mais en hydrocarbures, bien, la notion d'acceptabilité sociale, bien, il faut tenir compte qu'au Québec, bien, il y a un historique. En 2010-2011, il y a eu toutes des questions, puis des analyses, puis des BAP sur le gaz de schiste. Alors, il y a eu, d'une façon sociétale, il y a eu quelque chose qu'on a regardé en profondeur sur la notion de gaz de schiste. Après ça, il y a eu la malheureuse tragédie de lac mégantic en 2013. Ça fait partie d'un contexte historique, d'un contexte social. Et après ça, bon, il y a eu le dossier d'Énergie Est, par exemple, qui a été qui a fait partie aussi de la réflexion. Alors, par exemple, si on parle d'acceptabilité sociale de projet d'hydrocarbures, bien, il faut tenir compte de ces éléments-là, dis-je. Même chose dans le domaine minier. On a vu des projets, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, qui vont recevoir une acceptabilité sociale, mais dans d'autres régions, peut-être pas, peut-être moins, peut-être plus difficile, parce qu'on est peut-être moins habitué, justement, à des contextes miniers. Tandis qu'en Abitibi-Témiscamingue, bien, je veux dire, la région s'est construite en grande partie autour du développement des ressources naturelles. Alors, il faut tenir compte du contexte, de l'historique, des parties prenantes, des différents groupes. Et bon, il y a les groupes environnementaux, mais bien, il y a différents autres groupes aussi, les municipalités, de bien informer les citoyens et citoyennes. Des fois, ce qu'on voit souvent, c'est que on voit en acceptabilité sociale cette notion pour les promoteurs, on commence à l'utiliser uniquement lorsqu'on y est un peu forcé de le faire. Lorsqu'on se retrouve, par exemple, devant le bureau d'audience publique. Exact. Tu sais, alors là, tu sais, en anglais, l'expression, c'est dans un contexte de permitting. C'est-à-dire que lorsque le promoteur doit obtenir des autorisations quelconques, des permis, autorisations environnementales, des autorisations de ce genre-là, bien, c'est à ce moment-là, habituellement, qu'il va y avoir une forme d'obligation, d'interaction avec la communauté qui va recevoir ou qui est susceptible de recevoir le projet. Alors, les promoteurs, dans le passé, là, je parle règle générale, mais se souciaient d'acceptabilité sociale que lorsqu'il ou elle était obligé de le faire dans un contexte d'obtention d'autorisation. C'est vrai. Et ce qu'on doit maintenant réaliser, c'est que, et ça, on l'a vu tout récemment, puis je vais prendre un exemple hors Québec, comme ça, on ne pourra pas écorcher qui que ce soit. Mais, par exemple, il y a un projet très célèbre d'Amazon, le deuxième siège social d'Amazon, qui avait, bon, il y avait plus d'une cinquantaine de villes en Amérique du Nord, dont Montréal et Toronto, qui avaient soumissionné pour obtenir ça, un énorme projet. Finalement, après plus d'une année de travail de la part d'Amazon, on arrive avec le choix de Brooklyn. Et une question d'acceptabilité sociale a fait complètement avorter le projet, mais c'est plus juste une question sociale qu'une question environnementale. Mais le point, c'est que ce qu'on réalise maintenant, c'est que, et on parle de concept fluide, mais aussi l'évolution de la notion d'acceptabilité sociale fait en sorte qu'il est nécessaire maintenant qu'on soit dans le domaine immobilier, le domaine de l'énergie, n'importe quel domaine industriel quelconque, même les développements de technologies propres, comme l'éolien, par exemple, il faut s'assurer le plus tôt possible, même aux étapes préliminaires d'élaboration,
de développer une stratégie, et pas une stratégie simplement dans une optique d'obtenir l'autorisation ou les autorisations qu'il faut, dans une optique d'intégrer la communauté, d'accueil. Et ses commentaires, Et voilà, et ses commentaires, et montrer des efforts concrets, puis une volonté concrète de vouloir s'intégrer dans le milieu qui est visé par le projet. Et de bonifier le projet en fonction des commentaires reçus. Voilà, on l'a vu d'ailleurs, un autre exemple, si on prend le REM. Oui. Bon, le REM, la Caisse de dépôt, bon, c'est sûr, c'est un contexte particulier, mais une chose qu'il faut quand même souligner, c'est que le REM a pu, la Caisse de dépôt, dans le projet du REM, a pu modifier son projet au fur et à mesure, même durant les audiences du BAP. Son itinéraire, entre Oui, autres, je pense. on a ajouté des stations, on a changé le trajet, justement suite à des commentaires reçus. Alors oui, c'était un processus accéléré, mais de montrer cette capacité-là de modifier le projet a aidé en termes d'acceptabilité sociale. Et c'était en amont? Est-ce que c'était des commentaires qui avaient été émis avant les audiences du BAP? C'était même pendant. Okay, c'était pendant les audiences du BAP. Alors, il y a eu comme une réaction rapide. Alors, mais l'idée, bon, cet exemple-là, son enjeu, c'était que ça a été un processus très accéléré. Oui. Mais c'est juste pour illustrer l'idée que de démontrer une écoute et d'être capable aussi d'intégrer dans son projet des commentaires, ça montre justement, c'est une des composantes de l'acceptabilité sociale. Mais ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est la nécessité de développer une stratégie d'acceptabilité sociale qui intègre toutes les composantes d'acceptabilité sociale. Parce que ce n'est pas une seule chose, l'acceptabilité sociale. Il y a, d'abord et avant tout, il faut intégrer, dès le départ, comprendre au niveau législatif et réglementaire quel type d'autorisation on va avoir besoin pour le projet. Et il faut bien identifier, quel niveau gouvernemental on va s'adresser et quand, dans le processus de développement d'un projet, on va avoir besoin d'entamer, de débuter les processus et de bien évaluer les délais. Mais en parallèle, une fois qu'on fait ça, puis ça, la plupart des promoteurs de projets font ça. Ça, c'est une étape assez standard. Et connue. Et connue. Oui. Ça, on n'apprend rien là. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, cette stratégie-là, au départ, il faut l'intégrer avec les autres composants de l'acceptabilité sociale. Il faut en même temps, en parallèle, se faire une stratégie au niveau des divers pouvoirs politiques qui vont être impliqués. Alors, ça peut être au niveau municipal, au niveau d'une MRC, par exemple, parce que ça peut parfois, un projet peut avoir des impacts, oui, sur une ville, une municipalité, mais il peut avoir un impact sur une MRC régionale, peut-être plus d'une MRC même. Alors, il faut regarder, il faut bien identifier et analyser les contextes historiques, qui sont les parties en présence, quelles sont leurs positions par rapport à soit ce projet-là ou des projets semblables. Il faut faire une analyse. Même chose au niveau provincial. Et ça, provincial, c'est pas juste d'identifier, par exemple, le ou la ministre qui va être responsable ultimement d'une ou plusieurs autorisations. Il faut regarder le ou la ministre régionale. Il faut regarder les députés d'opposition. Il faut voir s'il y a un caucus régional de députés qui pourrait être interpellé. Il faut regarder les ministres qui pourraient avoir une influence également. Si on parle de développement économique régional dans un secteur, je ne sais pas, peut-être que le ministre des Forêts pourrait être impliqué. Peut-être que tel autre ministère de développement économique pourrait être impliqué. Il faut faire une vision complète, un tableau complet des acteurs en présence et faire la même chose au niveau fédéral. C'est possible également au niveau fédéral qu'il y ait une implication. Mais pour chacun des niveaux, développer une stratégie en amont, dès le départ, d'information, d'éducation. Ça, c'est la stratégie politique. Politique. Troisième niveau, c'est au niveau de l'administration publique. Parce que, oui, il y a le politique, mais il ne faut pas oublier, puis des fois, on a vu ça dans certains cas, où des fois, pour un projet, on travaillait soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, puis pas de la même façon. L'administration publique, ça aussi, il faut la sensibiliser à un projet, il faut identifier les acteurs. Alors, ça peut être encore au niveau municipal. Les administrations publiques, un directeur municipal, le personnel administratif d'une municipalité, c'est très important. Alors, il faut être sûr de bien comprendre
les rouages, les mécanismes, les parties en présence, tant au niveau municipal, provincial, dans les différents ministères. Si on parle du ministère de l'Environnement, direction régionale, le ministère central à Québec, dépendant du type de projet, ça se peut que ça reste au niveau régional ou ça se peut que le central soit impliqué. Il faut identifier ces parties en présence-là. Et, bon, même chose, encore une fois, même réflexe au fédéral, s'il y a lieu. Le quatrième niveau, c'est les parties prenantes. Très important, ou on peut appeler ça société civile, peu importe. Les groupes environnementaux, joueurs incontournables. Mais il n'y a pas juste les groupes environnementaux. Il y a d'autres acteurs. Il peut y avoir des groupes citoyens, chambres de commerce, regroupements économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec, par exemple, conseil patronal. Il peut y avoir le CPEQ. Non, mais sérieusement, le CPEQ, un Écotech Québec, si on parle du monde des clean tech, il faut penser également à développer une stratégie d'éducation, entre guillemets, sur le projet. Et ça, je sais qu'il y a des fois des préoccupations par rapport, je ne veux pas dévoiler tout mon projet, il y a quand même des secrets commerciaux, etc., la concurrence. C'est vrai, mais il y a quand même une façon de faire ça, tout en préservant les avantages concurrentiels et de ne pas dévoiler trop tôt les détails d'un projet pour ne pas lui nuire également. Puis il y a des clauses de confidentialité aussi qui peuvent être signées. Et c'est pour ça qu'il faut commencer en amont et faire une stratégie qui tient compte de tous ces éléments-là. Mais il faut être capable de travailler justement avec l'ensemble de ces groupes-là parce qu'ils sont très importants. Et les groupes environnementaux, je sais que des fois, ça peut effrayer certains promoteurs. Il faut quand même comprendre que, les groupes environnementaux, dans la grande majorité, sont prêts à travailler avec les promoteurs et à trouver des solutions constructives. C'est vrai. Et à développer. Moi-même, j'en ai vu quand j'étais ministre. J'ai vu aussi depuis, je suis en pratique privée, travailler avec des groupes environnementaux pour justement trouver des solutions et avancer. Et ce n'est pas toujours des fins de non-recevoir, puis il n'y aura pas de projet sous aucune forme. Il y a des possibilités, puis justement, en commençant tôt, on peut, débuter un dialogue social qui est une composante essentielle de l'acceptabilité sociale, mais également, peut-être aussi très tôt, c'est moins coûteux et il y a plus de possibilités aussi d'adapter le projet. Le plus rapidement, quand on est encore au début, dans les étapes plus embryonnaires d'élaboration, il y a plus de chances de pouvoir modifier légèrement un projet à faible coût, même à coût nul, que lorsqu'on est rendu aux audiences du BAP. Oui, c'est vrai. Où là, le financement est en place, les investissements sont déjà entamés. Le projet est plus cristallisé. Voilà, Quoique, il y a exactement. encore possibilité, Oui, on le sait. il y a mais toujours vous avez possibilité. raison qu'en amont, on peut plus intervenir. C'est sûr, parce que justement, dans un processus du BAP, il peut y avoir des conditions, puis suite au rapport du BAP, puis à l'autorisation environnementale, il y a toujours moyen de modifier. Mais plus tôt on commence, plus il y a de la flexibilité, puis de la malléabilité. Alors, le dialogue permet aussi de faire ressortir des objections potentielles et de commencer tôt à trouver des réponses à ces objections potentielles, tant au niveau politique, au niveau administratif qu'au niveau partie prenante. Et il faut justement aligner ces stratégies-là avec la stratégie d'obtention d'autorisation. C'est ça. Alors, cette première couche-là, que tout le monde connaît, mais il ne faut pas la dissocier. Il faut l'intégrer à la stratégie des autres couches. Et finalement, moi, ma cinquième couche, ma dernière, c'est le côté médiatique. Ah oui. Il ne faut pas négliger. Puis quand je dis médiatique, ça ne veut pas toujours dire la grande campagne nationale soit publicitaire ou de faire les grands médias nationaux. Les journaux locaux. Ça peut être les journaux locaux, les radios locales. Ça peut être être proactif et de soi-même, sans y être forcé par un processus quelconque, faire des assemblées citoyennes ou assister à des conseils municipaux et de présenter lors d'un conseil municipal, d'aller vers la population. Et justement, soit les hebdos locaux, les journaux locaux et les radios locales ou la télé locale, tout ça, être capable d'avoir, commencer un dialogue avec la population, informer de ce qui s'en vient
Et là, ça aussi, ça aide. Avoir un site Internet, justement, qui permet à la population de poser des questions, d'avoir des informations. De suivre les étapes. Mais de aussi. suivre les étapes et de poser des questions. Évidemment, ça implique aussi de répondre rapidement et d'avoir quand même des réponses à ça. Mais ce sont tous des... Alors, il y a tout un enjeu réseaux sociaux aussi, également, puis vu que je mets là, sous la rubrique le média, qui est importante, là, dépendant du type de projet, pour justement montrer qu'il y a une accessibilité au projet pour la population, mais qu'il y a une véritable volonté de dialogue, d'engagement. Et encore là, ça, c'est de bâtir cette stratégie-là. Évidemment, là, on parle de grands principes. Bon, c'est surtout, tous ces éléments-là quand on parle de très grands projets. Mais il y a des facettes de tous ces éléments-là qui se retrouvent dans n'importe quel type de projet. Même les tout petits projets. Même les tout petits projets. Évidemment, on s'adapte puis on fait ça à différentes échelles. Puis justement, les conditions d'acceptabilité sociale vont être différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver avec une définition très précise, parce qu'il faut faire une analyse du contexte local, contexte régional, historique, les parties en présence, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est plus on commence en amont et plus on comprend que c'est maintenant une composante essentielle. Parce que beaucoup de gens voient l'acceptabilité sociale comme, bon, un frein, une corvée, quelque chose, une autre affaire à faire. Et il faut comprendre maintenant, c'est comme l'exemple que je donne souvent, c'est comme il y a, je ne sais plus, 40 ans, par exemple, ou 40-50 ans, la question de sol contaminé quand on achetait un terrain, puis de vérification diligente. On ne faisait pas les mêmes vérifications qu'aujourd'hui. On ne faisait pas les mêmes vérifications qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est même quelque chose de banal, presque, de dire, bon, bien, lorsqu'on fait une transaction quelconque dans n'importe quel domaine, bien, qui implique un terrain, bien, il faut faire une vérification, puis il y a des obligations reliées à ça. Bon, en bon français, on appelle ça du due deal, hein? Son due diligence. Bon, bien, mais alors là, je crois qu'on est rendu à une étape où les questions reliées à l'acceptabilité sociale font maintenant partie intégrante d'un processus de développement de projet, qu'on le veuille ou non. Et le plus tôt qu'on commence, plus tôt qu'on l'accepte et qu'on travaille dans le sens d'intégrer, puis la plupart, la quasi-totalité des promoteurs de projets sont d'accord avec ça et veulent le faire. Mais souvent, par exemple, si votre expertise, c'est construire des résidences domiciliaires, bien, c'est ça que vous connaissez. Puis vous n'êtes pas supposé, puis on ne s'attend pas à ce que vous deveniez du jour au lendemain une experte en acceptabilité sociale. Alors, il faut justement intégrer ces processus-là, puis développer ces réflexes-là, développer ces muscles-là, les intégrer, et plus tôt on le fait, mieux c'est. Puis ce que j'ajouterais aussi, c'est pas seulement pour les promoteurs, c'est pour les bailleurs de fonds aussi. Ah oui. Parce que, les assureurs, voilà, ceux qui vont prêter. Les banques, notre mouvement coopératif, les fonds privés d'investissement, maintenant aussi, puis on le voit, il y a des questions qui sont posées régulièrement de la part maintenant d'investisseurs sur leur type d'investissement. Hein, il y a des questions reliées à ça. On a vu dans l'actualité des investisseurs qui sont... On porte un éclairage sur la façon qu'ils choisissent leurs investissements et les domaines dans lesquels ils investissent. Alors, c'est important aussi, en amont, non seulement pour le promoteur de projet, mais pour les investisseurs. Alors, les différents types d'investisseurs dans un projet, de s'assurer que le promoteur ait bien évalué les risques reliés à l'acceptabilité sociale. C'est maintenant une question de gestion de risques. Et encore là, oui, il s'en fait un peu de gestion des risques. C'est sûr que dans certains cas, il y a des évaluations. Mais la question de l'acceptabilité sociale est maintenant liée à la responsabilité sociale des entreprises, qui est là, d'autant plus maintenant qu'il y a des responsabilités qui touchent l'environnement, la société, la gouvernance, les fameux facteurs ESG, hein, que là, on voit partout maintenant. Alors, c'est non seulement lié... Alors là, vous voyez comment la notion d'acceptabilité sociale déborde largement ce qu'on voyait avant, qui était vraiment très cantonné dans... L'émission des permis. Oui, l'émission d'une autorisation environnementale ou un BAP, là, quelque chose comme ça.
Alors là, maintenant, on doit vraiment regarder ça d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus en amont, et bien évaluer la stratégie. Puis, on peut, en évaluant la situation en amont, dire oui, il y a un certain risque. Mais ça ne veut pas dire que le projet est voué à l'échec. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour justement bien expliquer le projet, bien travailler toutes les étapes que j'ai mentionnées plus tôt, pour justement bien s'assurer que lorsqu'on comprend l'ensemble du projet, l'ensemble des composantes, le comportement du promoteur, le fait qu'il ou elle prend ses obligations très au sérieux et veut agir d'une façon responsable, il est possible d'y arriver. Mais comme on l'a vu, souvent, les projets sont ralentis, créant des coûts énormes, ou même ne voient pas le jour, souvent, et presque quasi la totalité des cas, puis c'est pas juste au Québec, Oui, c'est à travers le Canada, en Amérique du Nord, on le voit là, dans bien des cas, sont freinés parce que quand on fait un peu l'autopsie de la situation, on voit qu'il y a des écueils qui auraient pu être évités s'il y avait eu une planification stratégique, une réflexion beaucoup plus en amont. Puis, vous avez parlé des 5 composantes, des stratégies. Ce que j'avais vu, puis je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'entreprise, aussi à l'interne, ils ont appris à travailler en équipe multidisciplinaire dans les dossiers. Exact. Pour que, justement, dès le départ, l'équipe d'environnement, si on peut dire, ou l'équipe d'ingénierie soit alimentée par les autres équipes pour pouvoir éventuellement bien planifier le projet. Vous avez tout à fait raison. C'est une question maintenant très importante. Ça force parce que aussi, justement, on travaille un peu en silo. Alors, les avocats de leur côté, les ingénieurs de leur côté, les financiers en finance, le financement de l'autre côté, relations publiques d'un autre côté. Alors là, ce que ça force, c'est qu'au sein de l'entreprise, ça force qui est promoteur là, du projet, ça force une plus grande cohésion, une plus grande coordination, mais aussi ça nécessite de l'entreprise aussi une meilleure coordination de ses conseillers et conseillères externes. Aussi, c'est vrai. Parce que à l'interne, c'est important, oui, mais une fois qu'on sort le projet puis qu'on applique, bon, alors encore une fois, les professionnels, que ce soit les professionnels juridiques du domaine légal ou les professionnels du génie qui sont à l'extérieur, une firme de génie conseil, tout le monde doit être coordonné. Ça aussi, on a vu ça. On a vu des cas où parfois la main droite ne savait pas trop ce que la main gauche faisait. Et ça créait une apparence, au moins, de désorganisation. Puis ça nuisait à l'image d'un projet, ça. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est la question de la chaîne de commandement. Souvent, quand on parle de grands projets, des fois, c'est pas toujours une entreprise québécoise qui est l'initiatrice du projet. Parfois, ça peut être une entreprise d'ailleurs au Canada, des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde. Et parfois, on a une structure de commandement puis une structure de prise de décision qui peut être floue. Ou qui peut être imprécise, rébarbative, ou c'est pas clair. Et alors que des fois, dans un contexte d'acceptabilité sociale, il faut être capable de bouger très vite. Et il faut aussi faire confiance, dis-je, à l'expertise sur le terrain. Parce que là, on est dans du concret, sur le sol, en interaction réelle, avec souvent, bon, soit des citoyens, citoyennes, des groupes, les médias, tout ça. Alors, souvent, il faut avoir une expertise du terrain, des porte-paroles du terrain, des représentants du projet qui peuvent créer un lien et qui sont présents sur le terrain. Mais aussi, quand il y a des enjeux, des questionnements, tout ça, il faut être sûr qu'à tous ces niveaux-là, que ce soit au niveau juridique, politique, administratif, partie prenante ou médiatique, que la prise de décision, là, la chaîne de commandement, la chaîne décisionnelle, soit souple et efficace et puis bouger vite. Souvent, on voyait ça, des fois, on a vu dans des projets où il y avait des longs délais et ça avait un impact critique. Et aussi un manque de coordination. Et donc, c'est très important, par exemple, que les conseillers, conseillères juridiques soient autour de la table quand certaines décisions de relations publiques sont prises ou du côté politique sont prises, parce que ça peut avoir un impact
peut-être pas immédiatement, mais peut-être plus loin, Rapidement. lors du processus d'autorisation. Oui. Et vice-versa. Une décision stratégique qui peut sembler la bonne d'un côté d'obtention d'autorisation environnementale peut avoir des impacts sur les parties prenantes, peut avoir un impact au niveau politique qu'il faut évaluer. C'est pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être le faire différemment ou le communiquer d'une façon bien particulière pour bien expliquer pourquoi on fait ça. Alors, c'est très important d'avoir une coordination puis d'avoir justement des gens qui s'y connaissent dans l'ensemble des domaines, qui peuvent avoir une vue d'ensemble et coordonnent l'ensemble des différents leviers. Puis, vous avez parlé de présence sur le terrain, puis il y a des entreprises qui ont créé des postes de direction, de relations avec la communauté. Exact. Et seriez-vous d'accord pour dire que ce n'est pas seulement au moment où un promoteur a un projet qu'il faut entretenir des liens avec la communauté, mais c'est en tout temps. En tout temps, dès le départ, même avant. Oui. Même avant. Et après. Et après. Oui. Oui, parce qu'on l'a vu dans certains projets, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, même après qu'un projet est mis en place. Mais justement, les relations avec les communautés, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une composante essentielle maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose de temporaire ou quelque chose qui est là juste pour obtenir un permis. C'est vraiment maintenant, ça fait partie d'une gouvernance responsable, d'interagir avec la communauté et d'être présente sur le terrain, de pouvoir informer sur une base régulière. Faire des portes ouvertes, même, pour éviter ça peut être des portes ouvertes, mais s'impliquer dans la communauté. Oui, oui. Et parler humainement aussi. Une entreprise, là, à la fin de la journée, oui, c'est une entité juridique, tout ça, mais c'est pas impersonnel. Ce sont des hommes et des femmes, ce sont des familles, c'est des histoires. Il faut présenter ça. Et il faut ramener ça à l'aspect humain qu'est l'entreprise. Parce qu'à la base de tout, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui veulent avancer et contribuer à la société. Oui. Et donc, dans une communauté, c'est important de montrer que tant l'entreprise que le projet est réellement préoccupé et réellement engagé dans toutes les facettes de la communauté. Donc, une direction de relation avec la communauté est essentielle le plus en amont possible, justement, même avant même que le projet ait véritablement démarré là, concrètement, pour justement bâtir les liens. La confiance. La confiance et informer et se faire voir et montrer que ce n'est pas juste une entreprise qui vient dans une région, fait son argent puis s'en va après. Non, au contraire, il y a besoin de cette notion d'intégration. De pérennité. Hein? Voilà, pérennité pour justement s'assurer que l'entreprise est réellement engagée dans la communauté. Alors ça, c'est fondamental. C'est très intéressant parce que ce que vous venez de nous expliquer, c'est d'où est apparue la notion puis comment elle a évolué, la notion d'acceptabilité sociale. Est-ce que vous êtes d'avis que les prises de position en acceptabilité sociale en ce moment sont encore très polarisées et pourquoi, si la réponse est oui? Bon, il y a évidemment, bon, on le voit, il y a plusieurs débats de fond, que ce soit au Québec, au Canada également, et aux États-Unis, où il y a certaines prises de position qui sont, disons, qui paraissent très rigides et difficilement négociables. Oui. Bon, c'est sûr que quand on parle, par exemple, dans un contexte de changement climatique, il y a un débat. C'est sûr que peu importe où on se situe sur l'enjeu de changement climatique, nous sommes dans une période de transition, période de changement. Oui. La question, c'est le comment on change et la rapidité avec laquelle ce changement s'effectue. Et donc, c'est sûr qu'il y aura, dans n'importe quel débat, il y aura toujours des extrêmes. Et on est dans une époque, puis ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas seulement au Québec, à travers le monde, où on entend souvent que les extrêmes. Et ça, c'est une chose, mais il faut être capable de comprendre que souvent, dans la grande majorité des cas, il y a moyen de s'asseoir et discuter et d'avancer d'une façon constructive, d'une façon collaborative. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Moi, j'y crois fondamentalement, puis bon, je le vois, je l'ai vu en politique,
puis je le vois également depuis que je suis retour dans le secteur privé, où il y a la possibilité de s'asseoir et trouver des pistes de solutions. Et ce qu'il faut, c'est comprendre que, bon, oui, il y a souvent des prises de position qui parlent souvent à des bases différentes. C'est pour ça que, bon, quand on est très segmenté, très fractionné par rapport à l'opinion publique, il y a parfois des prises de position qui peuvent se paraître difficilement réconciliables. Cela dit, il faut comprendre qu'on ne peut pas du jour au lendemain, par exemple, se débarrasser de tout le pétrole qu'il y a au Québec. Ça ne se peut pas. Je veux dire... Parce qu'on en a dans toutes sortes d'objets. Dans d'objets. tout, tu sais, je veux dire, que ça soit, c'est pas seulement les automobiles, tu sais, c'est dans les articles, dans nos vies quotidiennes, tout ça. Il faut changer. Il y a des changements qui doivent être faits. Les changements climatiques sont réels. Il y a un travail important qui doit être fait vers ça. Mais le fait est, c'est qu'il faut être capable d'avoir un débat constructif autour de ça. Puis également comprendre qu'il faut intégrer et équilibrer. C'est la recherche d'un équilibre. Encore une fois, le développement durable, il faut toujours revenir. Moi, je reviens toujours à cette définition-là. C'est que le développement durable, ce n'est pas que la protection de l'environnement à tout prix. Le développement durable, c'est un équilibre. C'est un équilibre. On doit tendre vers un équilibre entre trois grands principes qui sont, oui, la protection de l'environnement, oui, l'implication sociale, mais troisièmement aussi le développement économique. Les trois doivent aller de pair. Et donc, moi, toutes les entreprises, les entrepreneurs à qui j'ai parlé dans tous les domaines, hommes ou femmes, sont profondément préoccupés par l'environnement. Mais le fait est qu'il faut qu'on puisse être capable de continuer à développer. Et là, c'est d'aider ces entreprises-là, soit, peu importe le domaine, à trouver les meilleures pratiques possibles, à donner l'environnement, le meilleur environnement économique, puis oui, donner les outils pour effectuer une transition, puis d'être plus performant en matière environnementale. Mais le fait est que lorsqu'on arrive concrètement des projets, je crois qu'ultimement, il faut s'asseoir, puis discuter, puis être capable de trouver des terrains communs. Et ça, dans la grande majorité des cas, c'est possible. Puis, on peut comprendre jusqu'à un certain point qu'il y a des divergences d'opinion. Vous avez référé tantôt au dossier des hydrocarbures. Mais comment on peut expliquer qu'il y a des enjeux d'acceptabilité sociale dans des dossiers d'énergie renouvelable, comme des éoliennes, par exemple, alors que tous souhaitent qu'on ait des éoliennes? Donc, comment on peut expliquer ça? Bien, encore là, de ce côté-là, c'est des enjeux, quand on parle d'éoliennes ou qu'on parle de quoi que ce soit, c'est des enjeux très locaux. Hein? C'est que souvent, il y a la perspective macro d'une situation. Évidemment, c'est sûr que si on regarde l'énergie éolienne, bien, c'est une bonne affaire. C'est le vent, c'est une énergie renouvelable. C'est sûr que ça s'inscrit dans une démarche de transition énergétique. Sauf que, il y a des gens, des citoyens, des citoyennes qui disent, moi, je veux pas une éolienne dans ma face. Dans ma cour. Dans ma cour. Pas Alors, dans ma cour. le célèbre syndrome de pas dans ma cour. Alors, là encore, souvent, ce qu'il faut voir, c'est, on revient à la notion d'acceptabilité sociale, puis au principe. Il faut travailler en amont. Je crois que c'est important, justement, de ne pas arriver avec un développement qui ne tient pas compte des préoccupations locales sur le terrain. Puis les développeurs, habituellement, sont assez bons dans ce genre de situation-là. Bon. Mais c'est encore là revenir au principe que, acceptabilité sociale ne veut pas dire unanimité sociale. C'est que, on doit trouver un équilibre. Et un projet qui reçoit une acceptabilité sociale, on l'a vu, dans plusieurs types de domaines, c'est très rare qu'on réussisse l'unanimité. Mais il faut regarder l'ensemble des facteurs. Les facteurs économiques, les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, et prendre la meilleure décision possible dans cette optique d'atteindre un équilibre.
Et je crois, bon, oui, des fois, on peut dire, bon, ben, un projet éolien, bon, ça va peut-être être un peu dérangeant ou ça va peut-être obstruer un paysage. Puis c'est pas pour minimiser ce type de position-là. Des fois, bon, il y a des questions reliées au bruit qu'il faut regarder sérieusement, là. Et que, puis des fois, bien, il a fallu Avec les éoliennes. Oui, avec les Ouais, éoliennes. oui, Tu sais, il y a eu des fois, il y a des enjeux véritables. Il ne faut pas non plus minimiser. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que justement, il faut tendre vers l'équilibre, du donnant-donnant, mais en analyse finale, il nous faut de l'énergie. Oui. Et le fait est que on doit, c'est l'essentiel de tout. Notre développement économique repose sur l'énergie, puis on n'est pas les seuls à travers le monde. On a besoin d'énergie. Et donc, c'est soit des hydrocarbures, c'est soit de l'hydroélectricité, c'est soit du solaire ou c'est soit de l'éolien. Il y a pas, tu sais, il y a des variantes sur toutes ces composantes-là, mais il va falloir comprendre que, bon, oui, on peut développer des biogaz, tout ça, mais il y aura toujours certains défauts. Il va falloir composer avec certains. Moi, je me souviens, il y a 20-25 ans, quand on parlait du projet de la Romaine, il y avait des grands enjeux d'acceptabilité sociale. Moi, je me rappelle de Robert Kennedy Jr., qui a pris un canot sur le fleuve Hudson et qui signalait sa grande opposition au projet de la Romaine. Aujourd'hui, on lance des fleurs au Québec parce qu'il y a une grande puissance hydroélectrique. Et qui fait en sorte qu'on est un pays qui on peut dépend réduire moins des hydrocarbures, oui, et qui a un bilan, quand on se compare aux autres provinces canadiennes, qui a un bilan, on peut toujours faire mieux, mais en matière d'émissions de GES, on est quand même dans une position assez avantageuse. Mais il y a toujours des enjeux. Je veux dire, l'hydroélectricité, c'est pas parfait non plus. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer qu'on tende vers l'équilibre. Puis je crois que c'est une question de dialogue. Encore pour revenir à la notion d'acceptabilité sociale, c'est ça l'important. L'important, c'est de pouvoir commencer le travail de dialogue, d'éducation, de donner les faits, de donner l'information le plus tôt possible pour, informer. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais également, ça permet d'avoir une réaction. Ça permet de voir quels sont les enjeux. Puis là, on peut travailler sur ces enjeux-là, atténuer certains aspects du projet, modifier certains aspects du projet, montrer qu'on est à l'écoute, montrer qu'on est raisonnable. Et dans ces cas-là, habituellement, bien là, ça construit l'acceptabilité sociale. Et ça permet d'aller chercher le soutien nécessaire pour aller de l'avant et justement d'éviter des enjeux plus complexes, plus loin dans le processus. Vous avez donné beaucoup de belles pratiques, si on peut dire, à suivre. Est-ce que vous auriez 3 conseils, supposons, à donner aux entreprises, en plus de ce que vous avez mentionné? Bien, premièrement, intégrer tôt, c'est-à-dire en amont, dès le départ. Faut, tout comme, tu sais, au début, on est dans la conception technique, par exemple, d'un projet ou la planification, bon, le financement, bon. Il faut intégrer ces éléments-là tôt. Je comprends que c'est pas toujours évident, mais il faut commencer le plus tôt possible à intégrer. Alors ça serait la première recommandation. Deuxième, s'assurer d'être conseillé par des personnes qui peuvent donner une vision d'ensemble. Et ça existe. C'est d'être capable, alors ce n'est pas juste de dire, bon, je vais juste regarder mon aspect réglementaire ou je vais juste regarder mon aspect politique. Il faut vraiment avoir, je crois, une vision d'ensemble et donc d'avoir des personnes qui sont qualifiées pour vraiment regarder l'ensemble et de construire vraiment une équipe qui est compétente, mais qui est aussi bien coordonnée. Puis, je dirais, troisièmement, s'assurer d'avoir un plan de match tout au long des étapes. C'est-à-dire, oui, dès le départ, identifier les enjeux, identifier les risques, bâtir une stratégie, mais s'assurer de bien accompagner le déploiement de cette stratégie-là jusqu'à la réalisation du projet et même après.
Et ça, c'est important de tenir ça et de garder ça. Puis de bien comprendre, je terminerai en disant, il ne faut pas voir ça comme une dépense additionnelle. Il faut vraiment voir ça comme un investissement. C'est vrai. Parce que cet investissement-là, plutôt on le débute, ça va nous sauver des coûts. Au net, ultimement, c'est un investissement gagnant en le faisant tôt, parce que si on attend, bien là, on risque très gros plus tard et on risque des coûts bien plus importants plus tard. Et donc, c'est de commencer tôt, d'avoir une équipe compétente qui vous accompagne, avoir une bonne coordination, puis s'assurer d'avoir un accompagnement durant toutes les étapes, être vraiment intégré, avoir une équipe, puis cette coordination, puis cette implantation stratégique se fait d'une façon vraiment continue durant l'ensemble du projet. C'est ce que nous prônons d'ailleurs Oui. dans notre guide pour comment favoriser les bonnes pratiques en acceptabilité sociale. Ma dernière question, avant de passer à nos questions personnelles, nous avons toujours des questions personnelles à la toute fin, mais ma dernière question serait, est-ce que vous êtes optimiste pour la question du développement économique au Québec? Oui. Oui. Non, moi, je suis très optimiste. Bon, on est chanceux, on est dans une période où, généralement parlant, il y a un bon développement économique là, depuis quelques années qui s'est installé au Québec. Mais oui, je suis optimiste. C'est sûr que, bon, il y a toujours des périodes d'incertitude, il y a des industries, des domaines, des secteurs auxquels il faut faire attention. Mais je crois que la diversité des secteurs, le dynamisme, l'entrepreneuriat québécois et son ouverture sur le monde aussi. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui regardent le Québec de plus en plus. On a une main-d'œuvre extraordinaire, notre secteur de recherche et développement, le secteur universitaire est extraordinaire. On a réussi à diversifier notre économie au cours des dernières années, faisant en sorte qu'on a différents champs, différents types. Puis, justement, je crois qu'on a un dynamisme vraiment très intéressant. C'est sûr qu'on a des enjeux, bon, par exemple, c'est sûr qu'on a toujours l'enjeu des changements climatiques, très important. Hein? On fait cet enregistrement-là alors qu'on est en pleine période d'inondation. On a une pensée pour nos concitoyennes et concitoyens qui sont aux prises avec ça. On les salue. Mais ça, il faut tenir compte et intégrer justement les changements climatiques dans notre réflexion, ce que le CPEQ fait, ce qu'on essaie de faire tous et toutes. Puis il y a également l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier. Hein? Les membres du CPEQ sont aux prises avec ça, nous le sommes tous. Alors ça, c'est un enjeu et il faut le regarder. Je comprends que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je crois que c'est important de garder en tête ces deux enjeux-là qui sont plus macro, disons. Mais en termes d'acceptabilité sociale, moi, je suis optimiste parce que je crois qu'on voit justement, oui, on veut avancer en matière de lutte contre les changements climatiques, oui, et les gens veulent faire leur part, veulent contribuer, mais en même temps, je crois qu'il y a une grande majorité de Québécoises et Québécois voient aussi qu'on doit pouvoir aussi poursuivre le développement économique. Et on reconnaît tous que tout en faisant ces efforts-là, il ne faut pas non plus perdre nos avantages et perdre ce développement-là, parce qu'il est essentiel si on veut maintenir le filet social, c'est ça, le filet social, bien, il faut le payer. Et donc, on a une population vieillissante, on a des défis importants. Donc, le développement économique doit se poursuivre. Mais ce qu'il faut faire, c'est, le faire de façon responsable, mais également toujours maintenir cet équilibre-là. C'est pas facile, mais quand on s'assoit, puis on discute, puis justement, on agit de façon transparente, habituellement, on trouve un terrain d'entente, puis on peut avancer. On voit à quel point vous avez procédé à cette réflexion en profondeur sur l'acceptabilité sociale. Maintenant, comme vous le savez, on a toujours des questions que l'on pose à la toute fin, 5 petites questions. Nous nous sommes inspirés, comme je le dis parfois, d'un questionnaire que l'animateur Bernard Pivot posait à ses invités dans le cadre de son émission Bouillon Culture. Alors, nous l'avons adapté, bien entendu, mais ces 5 petites questions, la première, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Moi, je dirais, c'est le mot transition. Oui.
Et quelle est la personne que vous admirez le plus en développement durable? Ça, j'ai pensé. Bon, je voulais dire vous, mais ça. Mais là, je vais être plate, je vais revenir à mes vieux réflexes de politicien, je vais mal répondre, je vais pas vraiment répondre à la question, parce que je trouve qu'il y a plusieurs personnes. C'est très difficile de nommer une personne, mais blague à part, des personnes comme vous, des personnes qui sont impliquées, moi, j'aime les personnes en matière de développement durable qui travaillent à rassembler. Et que ce soit dans le monde des affaires, le monde industriel, le monde de l'environnement, le monde municipal. Toutes les personnes, je pourrais en nommer plusieurs au Québec, qui, justement, travaillent, puis souvent, on n'en entend pas parler. Hein? C'est des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qu'on voit qui, dans le cadre de projets, qui travaillent en entreprise, dans des secteurs qui peuvent, qui sont très énergivores ou qui sont, qui ont des défis au niveau environnemental, qui travaillent justement à avancer, à changer, parce que c'est très difficile le changement. Hein, nous avons travaillé sur des dossiers au cours des dernières années. C'est très difficile de changer. Là, on est dans une période d'effervescence, de changement. Des changements majeurs, des changements intergénérationnels, des débats fondamentaux au niveau structuraux sur comment, justement, réagir au changement climatique. On en a parlé, et d'autres domaines. Là. Mais le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent justement pour rassembler, pour trouver des solutions, pour justement que ce soit du monde industriel ou du monde municipal, du monde de la politique provinciale, les groupes citoyens, la société civile, tout ça. Moi, c'est ces personnes-là que j'aime. Qui vous inspirent. Oui, qui m'inspirent beaucoup parce que on travaille tous dans le même sens. Et il y a un véritable dialogue. C'est sûr qu'on entend toujours parler des éléments plus controversés ou bien justement quand il y a de la discorde, quand il y a des désaccords, parce que c'est ça que médiatiquement est intéressant. Mais dans tu sais, je donnais un exemple. Quand j'ai piloté le projet de la réforme de la loi sur la qualité de l'environnement, un énorme chantier, on a travaillé avec les associations, les regroupements du secteur économique comme le CPEQ. On a travaillé avec les groupes environnementaux. On a travaillé avec les municipalités. On a travaillé avec l'opposition, les partis d'opposition. Puis on est arrivé avec un projet de loi. Bon, après 3 ans, on s'est promené à travers le Québec. On a rencontré chambres de commerce, groupes citoyens, citoyennes, organismes, bref. On a fait un effort, Premières Nations, on a interagi également avec les Premières Nations. Et on est arrivé avec un projet de loi qui a quand même avancé, pas parfait, mais qui a fait des avancées, qui a changé un peu les choses pour le mieux, je l'espère. Mais ça s'est fait à la fin à la quasi-unanimité. Mais ça s'est fait. Moi, je ne peux pas prendre le crédit pour ça. C'est pas moi tout seul. C'est vraiment, il y a eu un ensemble d'intervenants et d'intervenants. Puis ça, c'est ces personnes-là que j'admire. Moi, c'est vraiment ça qui travaille vers un but constructif. Ça, je trouve ça fantastique. Puis sur une échelle de 1 à 10, où vous situeriez le Québec en termes de développement durable? Je donnerais, parce que, je donnerais une bonne note. Parce que, c'est sûr qu'on est très, très critique au Québec. On se critique, on est très bon là-dedans. Mais moi, j'ai eu la chance, comme ministre de l'Environnement, de voyager beaucoup, que ce soit aux différentes COP. J'ai fait 3 COP à Lima, Paris et Marrakech. Je travaillais beaucoup à travers, que ce soit le Canada, les États-Unis, un peu partout dans le monde. Moi, je trouve qu'en matière de développement durable, on se situe facilement autour d'un 8. Il y a toujours mieux à faire, mais il faut quand même reconnaître tout le parcours qui a été fait par les entreprises, par les pouvoirs publics, par la société civile. Mais il y a quand même un travail important. On regarde dans des secteurs, prenez l'aluminium, par exemple. Là, je veux dire, on a l'aluminium le plus propre au monde. Les lingots verts. Oui, c'est ça. Hydro-Québec fait un travail remarquable. Il y a beaucoup de domaines. Je prends ces 2 exemples-là, je pourrais en faire. Là.
Dans le domaine des technologies propres, des technologies vertes, on a des domaines, que ce soit en agriculture, en chimie verte, dans les technologies de l'eau. On a vraiment, puis aussi dans le domaine des hydrocarbures, dans l'industrie, parce qu'on en a une au Québec, l'industrie, cette industrie-là, c'est une industrie qui fait des avancées. Alors, il y a énormément de domaines et, bon, la population, les citoyennes, les citoyens, tout le monde fait son effort. Tout le monde est conscientisé et, bon, on peut toujours s'améliorer, c'est sûr, rien n'est parfait. Mais je trouve que là-dessus, quand on se compare, faut savoir reconnaître. Faut savoir reconnaître qu'on fait un travail important et qui mérite d'être souligné. Mais il faut continuer, c'est sûr. Oui. Et quelle est la plus grande fierté, croyez-vous, du Québec en développement durable? La plus grande fierté, je crois, en développement durable, moi, je vais revenir à l'hydroélectricité. Pour moi, c'est un virage fondamental. C'est des décisions qui ont été prises, bon, on le sait, à l'époque. Où on ne parlait pas de gaz à effet de serre. C'est ça. Mais il y a eu, aujourd'hui, moi, quand j'allais soit dans un COP ou quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, on regarde, bon, toutes les questions reliées à l'énergie, on regarde, par exemple, on peut dire, oui, j'utilise une voiture électrique, mais si mon électricité a été produite de source... Avec une centrale, thermique au charbon, bien là, j'ai un problème. Alors, j'ai bien beau conduire mon auto électrique, je contribue pas à l'effort, finalement. Alors, et c'est ça l'enjeu dans bien des cas. C'est bien beau conduire une voiture électrique, mais si l'énergie a été produite de façon non renouvelable... Son empreinte environnementale, elle est moindre. Voilà. Alors là, le Québec... Elle est moindre ou elle est... c'est-à-dire qu'elle est moins bonne. Moins bonne, c'est ça. C'est ça. Elle est moins significative. Alors, le fait est que le Québec, avec les choix qui ont été faits, quand on regarde justement en France, qui là, essaie de se sortir du nucléaire, les choix qui ont été faits, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, étaient les bons choix, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, ça nous donne un avantage exceptionnel. Et puis on est très chanceux de vivre dans une société qui peut compter sur une source d'énergie aussi propre que celle-là. Je crois que c'est la base qui nous permet aujourd'hui, ça a permis notre développement économique, ça permet notre développement économique encore aujourd'hui. Je crois qu'en matière de développement durable, c'est vraiment la pierre angulaire. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, ma dernière question. Quel est l'arbre, la plante ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Alors, moi, j'aimerais ça être un grand arbre. Oh! Un grand arbre. Je veux dire, un grand chêne qui justement contribue à l'environnement et qui offre un peu d'ombre lorsqu'il fait un peu soleil. Et puis, non, ça. Parce que moi, mon bruit préféré, moi, c'est le bruit des feuilles au vent. Ah, oui. Ça, c'est mon bruit préféré. C'est tellement le son préféré, devrais-je dire. Ah, c'est beau. Oui. Maître Hertel, merci beaucoup à vous pour cet entretien instructif, constructif Très aussi, agréable. Et de cette belle analyse de l'acceptabilité sociale. Merci à vous. Merci. Un plaisir.